Bonjour à tous les mélomanes, des nouveautés excellentes encore pour cette lettre mélomane 2021-05. Et nous commençons par Michel Camilo pour une œuvre pour piano-orchestre, concerto numéro 1, dont je n'ai pas la date de composition, mais on peut imaginer qu'elle date de la seconde moitié du XXe siècle, sinon même vers la fin du XXe siècle. Alors c'est une œuvre extrêmement disparate sur le plan stylistique et surtout sur le plan de l'intérêt musical. Alors une œuvre américaine typiquement qui porte certains accents rhapsodiques, nous le verrons. Camilo, c'est un compositeur qui a composé de nombreuses œuvres selon des harmonies jazzées. Mais si on considère ce concerto numéro 1, eh bien, on peut dire qu'il a très très peu de marques jazzées, sinon quasiment aucune, et qu'il s'inscrit bien totalement dans la musique classique. Alors on trouve dans ce concerto des passages très mélodiques, parfois des effets expressionnistes et une très grande virtuosité qui est développée parfois d'une manière heureuse, donc fulgurante, mais on trouve aussi des passages d'un cacophonisme gratuit qui est tout à fait caractéristique des œuvres modernistes, et c'est un aspect que je considère personnellement comme très désagréable, et on a parfois dans ce concerto une insistance qui paraît vraiment forcenée sur ce rythme rapide qui caractérise des œuvres modernes. Alors pas uniquement le rythme rapide, mais bien sûr des harmonies qui sont très désagréables. Alors une œuvre qui pourrait atteindre la mention d'excellence si on excluait ces passages. Alors notamment on trouve ces passages désagréables dans la partie finale du premier mouvement et aussi dans le troisième mouvement. Et le deuxième mouvement, comme souvent, mouvement lent, comme souvent pour les œuvres modernistes, eh bien, échappe un peu à ces critiques parce qu'il s'agit généralement d'un mouvement beaucoup plus mélodique. Et ici, Michel Camilo l'a développé dans un sens justement, très mélodique et en même temps très, très virtuose. Et il utilise en particulier des agréments chromatiques qui sont très spécifiques de la musique américaine et qui produisent un bel effet. Et on trouve même un crescendo très inspiré dans ce mouvement. Voilà donc pour cette œuvre. Alors quelques références. Dans le style rhapsodique américain, eh bien, on peut trouver les œuvres de Ferté-Groffet, et sur le plan rhapsodique, il faut avouer que Ferté-Groffet dépasse de très très loin Michel Camilo, notamment dans ses suites, comme par exemple la suite Mississippi. On pourrait citer d'autres compositeurs américains comme Percy Grainger notamment, mais Percy Grainger c'est essentiellement dans le domaine pianistique. Nous continuons avec Alexandre Glazunov. Alors Alexandre Glazunov, c'est un très grand compositeur, notamment concernant ses ballets, Les Saisons, qui est vraiment un des plus beaux ballets russes à mon avis, mais aussi ses symphonies, comme par exemple sa symphonie numéro 5, ou bien une œuvre orchestrale comme Scène dansante. Malheureusement, ici, dans le domaine pianistique, avec thèmes et variations, opus 72, eh bien, nous trouvons un compositeur qui est d'une imagination très limitée, et de nombreux passages de cette œuvre sont même plutôt amorphes, très peu saillants. Et il est difficile de trouver des parties qui soient un petit peu plus intéressantes dans cette œuvre, où rien n'émerge d'un continuum général. Alors il arrive parfois que des compositeurs qu'on apprécie particulièrement soient décevants. Alors c'est vrai pour tous les compositeurs, hein.
Donc voilà, alors je vous invite, à défaut d'écouter ces thèmes et variations, eh bien d'écouter la très belle symphonie numéro 5 du compositeur et surtout son ballet Les Saisons. Poursuivons avec Free William Henry, 1813-1864. Alors une œuvre pour orchestre, Niagara Symphonie, datant de 1854. Alors une très belle œuvre orchestrale, très impressionnante, qui représente la chute du Niagara. Alors des cordes magistralement divisées, des timbales évidemment, ça c'est obligé pour ce type d'œuvre, des accords puissants, des harmonies très riches. L'ensemble s'inscrit plutôt dans le style romantique du XIXe siècle et on trouve très peu d'aspects rhapsodiques dans cette œuvre. L'aspect négatif, c'est peut-être la structure générale, une œuvre qui présente, d'après ce que j'ai trouvé sur YouTube, 2 mouvements, avec un épisode central lent qui est assez inexplicable, et on revient sur le thème de la chute, donc après cet épisode lent, et la deuxième partie n'est qu'une reprise à peu près identique de la première partie. Alors ici, un parallèle s'impose avec Faire des gros faits, dont on reparle encore, mais ça s'impose absolument. À propos de la suite Niagara Falls de Faire des gros faits qui date de 1961, donc beaucoup plus tardive. Et ces Niagara Falls de Faire des gros faits sont certainement une des plus belles œuvres qui aient été écrites au cours du XXe siècle. Et elle dépasse très largement cette Niagara Symphonie, qui est tout de même excellente malgré la comparaison. Pejacevic Dora. Alors par rapport à ce que j'ai déjà écouté de cette compositrice, eh bien pour moi c'est un peu l'inverse que pour Alexander Glazunov. C'est-à-dire que je ne connaissais que des œuvres qui ne m'avaient pas du tout impressionné, comme par exemple sa fantaisie concertante pour piano-orchestre, son concerto, et même son trio donc pour piano, violon, violoncelle. Alors ça montre une fois de plus qu'il faut persévérer et que très souvent des compositeurs qui ne sont pas du tout inspirés pour une série d'œuvres eh bien, vont éclater pour une œuvre particulière. Et il y a même des compositeurs qui ne vont composer qu'une seule œuvre majeure dans leur vie et qui pourra représenter une œuvre majeure même dans l'histoire de la musique. C'est à mon avis le cas de Berlioz avec sa symphonie fantastique. Alors revenons à Pejacevic Dora. Alors un art de l'orchestration très accompli, très subtil, mais qui à mon avis ne se concrétise pas toujours positivement, et nous allons voir pourquoi. Alors son erreur, pour moi, c'est de trop développer certains thèmes, de s'acharner même sur certains thèmes, sans qu'il en résulte un intérêt évident. Alors, c'est le cas en particulier pour les dernières minutes du premier mouvement qui deviennent quasiment intolérables parce que c'est vraiment un acharnement sur un thème qui, étant captivant au début du mouvement, ne le devient absolument pas à la fin du mouvement. Alors, le second mouvement maîtrise mieux cet exercice de développement, le dernier mouvement, je veux dire. Quant au second mouvement lent, eh bien c'est un mouvement qui est très varié, qui entrecoupe des parties symphoniques par des solos au bois qui sont très bienvenus. Malheureusement, ici, la densité thématique de ce mouvement est un petit peu limite. Maintenant, concernant l'orchestration de Pejacevic, d'une manière générale, c'est une orchestration qui est plutôt dans des sonorités sourdes, des couleurs fondues, très originales. Et harmoniquement, on peut dire que
La congruence harmonique de cette symphonie est absolument parfaite. Elle a un sens du lyrisme très accusé, et notamment donc des mouvements d'amplification qui sont bien sentis. Alors le meilleur mouvement, c'est pour moi le scherzo, qui peut être ici étonnant, car il s'accorde beaucoup moins, semble-t-il, avec le style de la compositrice, mais c'est véritablement dans ce mouvement qu'elle va éclater, et là où elle manifeste le mieux son génie, en particulier une atmosphère qui rappelle tout à fait les ballets russes du XIXe siècle. Et nous continuons par une pièce pour piano de Nikolaï Vladimirovitch Sherbatchov, 1853-1922, impromptu Les Adieux, opus 36 numéro 2 pour piano. Alors les Sherbatchov, c'est une lignée de compositeurs qui sont tous plus ou moins cousins, oncles, etc. Entre Vladimir Vladimirovitch et Nikolaï Vladimirovitch, je vous avoue que je suis un peu perdu. Je connais néanmoins une symphonie numéro 5, il me semble, de Vladimir, donc probablement Vladimir Vladimirovitch Sherbatchov, qui est une excellente symphonie, dont le premier mouvement d'ailleurs est composé par Alexander Titov et que je vous conseille vivement. Mais pour l'instant, revenons à Nikolaï Vladimirovitch Sherbatchov. Alors, cette pièce est absolument magique et elle exprime le romantisme du grand siècle, à une époque qui est très tardive, mais peu importe la date de composition, si le charme est là. Alors pour terminer, l'œuvre revisitée. Alors l'œuvre revisitée, c'est une œuvre qui est fournie par l'application critiquemusicale.com au hasard, parmi toutes les œuvres que j'ai déjà écoutées et que j'ai déjà évalué. Alors ici, c'est tombé sur la symphonie 1, The History of the Day, datant de 1869 de Miguel Marquez. Alors, Miguel Marquez, c'est un compositeur romantique, à peu près du milieu du siècle, mais qui tire surtout dans le style classique. Alors, ces références, pour moi, c'est plutôt je le mettrais plutôt en parallèle avec un compositeur comme Bizet, mais on trouve des références à Beethoven, Rossini, à Berlioz. Donc une sorte d'amalgame du classicisme et du premier romantisme. Alors cette symphonie, c'est une belle réussite et c'est peut-être sa meilleure symphonie. Et on y trouvera certains aspects classiques, comme je l'ai déjà dit, en particulier une certaine tendance à la ritournelle qui nous plonge même jusqu'au XVIIIe siècle à la musique galante. Et il y a fusion avec des éléments beaucoup plus romantiques. Alors en particulier, nous avons le troisième mouvement qui est un scherzo assez court et qui est harmoniquement très riche, alors que le dernier mouvement, lui, se réfère à la ritournelle classique. Alors, que peut-on dire de cette œuvre? Eh bien, ce qui impressionne, c'est la richesse thématique qui lui communique son intérêt et on trouve très peu de moments morts, comme c'est malheureusement souvent le cas dans de nombreuses œuvres musicales. Alors, on peut au final constater que Miguel Marquez a très peu évolué au cours de sa carrière, puisque on trouve assez peu de différence entre sa symphonie numéro 5 et sa première symphonie, ici, que nous commentons.